exemples à nous donner? Bien sûr, oui, cette coopération est très large et très ouverte. Prenons quelques exemples. Vous le savez, Champagne constitue une appellation d'origine contrôlée, une indication géographique qui désigne des vins mousseux élaborés dans une région en France qui est la Champagne, qui sont soumis à des règles d'élaboration particulièrement nombreuses et rigoureuses. L'objectif du comité interprofessionnel du vin de Champagne, qui est un organisme un peu à mi-chemin entre le public et le privé, ce n'est pas une administration, ce n'est pas non plus un syndicat ou une association. On mixte un peu les deux droits, le droit public, le droit privé. Donc l'une des missions de ce CIVC, Comité interprofessionnel du vin de Champagne, c'est de faire en sorte que ce nom Champagne, cette indication géographique, soit reconnue et protégée dans tous les pays du monde. Cet objectif est partagé par la France, l'Union européenne, et également en France par l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Je dirais que tous les instruments de droit sont utiles et nécessaires pour aboutir à cet objectif de protection et de reconnaissance. Pour ce qui le concerne, le CIVC, lui, bien sûr, agit auprès du gouvernement français, auprès de l'Union européenne, pour aller dans ce sens, mais ne se contente pas de ces démarches au niveau des États ou des institutions nationales et internationales. Le CIVC va directement sur le terrain établir des partenariats, des associations avec des groupements de producteurs de vins mousseux ou des entreprises productrices de vins mousseux individuellement pour faire évoluer les choses. Et finalement, il y a deux niveaux. D'un côté, le gouvernement français et l'Union européenne agissent auprès du gouvernement et de l'État du pays dans lequel l'appellation Champagne n'est pas protégée. Il y a un vide juridique, ou tout au moins il y a un droit qui ne nous est pas favorable, qui consacre la généricité du nom Champagne. Donc d'un côté des démarches et des négociations entre États, entre le pays concerné et l'Union européenne, et sur le terrain, le CIVC, lui, va agir de manière plus concrète et plus directe pour, par exemple, essayer de convaincre, ça marche, un producteur de vin mousseux qui a le droit d'utiliser le nom Champagne parce que la réglementation de son pays le permet. C'est le cas, par exemple, des États-Unis d'Amérique. La réglementation américaine prévoit l'utilisation du nom Champagne pour désigner les vins mousseux américains. Eh bien, nous allons rencontrer sur place, et nous invitons en Champagne, chacun de ces producteurs de vins mousseux pour discuter, établir des relations, trouver des coopérations, des partenariats pour faire bouger les choses. Et nous avons obtenu progressivement l'abandon spontané, volontaire, d'un certain nombre de producteurs de vins mousseux, alors même que la réglementation de leur pays le permet. Et aux États-Unis, si on reste sur le cas des États-Unis, nous avons établi un partenariat exemplaire avec l'Association des producteurs de vin de la Napa Valley. Aucun producteur de vin dans la Napa Valley n'utilise le nom Champagne pour désigner ses vins mousseux. Et cette association, cette région, la Napa Valley, nous aide dans les démarches qui sont entreprises auprès du gouvernement américain, du Congrès américain, pour faire évoluer la réglementation américaine. Et de notre côté, nous apportons dans un certain nombre de domaines notre savoir-faire et notre soutien à ces producteurs, notamment nous les avons aidés à obtenir la reconnaissance et la protection de la dénomination Napa Valley dans l'Union européenne par un enregistrement dans le cadre de la réglementation européenne. Merci beaucoup. Je dirais que cet hommage qu'on a rendu au domaine de la lutte contre la contrefaçon dans le cadre de la coopération internationale, je pense qu'il faut un peu le mettre à l'épreuve et s'intéresser à la portée concrète de la coopération internationale. Alors j'ai des questions courtes qui demandent des réponses courtes. Mademoiselle Sautré, on parlait donc de la lutte contre la contrefaçon et le rôle de l'Observatoire. Petite question, pensez-vous que l'Observatoire permet de créer des passerelles entre les services nationaux de police, de douane, même du FDA par exemple local, et les acteurs privés? Et si oui, comment cela se passe concrètement? Et peut-être qu'il y a des titulaires de droit ici qui pourraient être intéressés par contacter l'Observatoire. Alors pourriez-vous élaborer, s'il vous plaît?
Oui, alors l'Observatoire justement permet de créer et d'entretenir ces passerelles, que ce soit par l'organisation de séminaires régionaux ou par l'invitation de chercheurs, d'académiques lors de missions de terrain, police, douane, pour établir donc des états des lieux. Au niveau de la veille, en fait, on est en train de créer en ce moment au Cambodge une base de données sécurisée commune entre acteurs de police, douane et secteur privé. Donc là, on est exactement dans cette idée de passerelle. L'objectif de l'Observatoire, c'est vraiment une mise en réseau des acteurs pour agir alors, en aval, après les actions pour effectuer un suivi, une analyse, mais également en amont, avant les actions, pour proposer des outils d'anticipation et d'adaptation des actions. Mais plus concrètement, c'est tout le FSP, tout notre projet qui permet ces passerelles, puisque l'objectif, c'est vraiment une coopération entre les différents services pour utiliser les expertises de chacun. Donc, par exemple, au niveau des douanes, ça va plutôt être l'expertise de contrôle des marchandises. Au niveau des policiers, ce sera plutôt la capacité de remonter les filières, de mener des enquêtes. Et la coopération avec le secteur privé permet d'avoir les procédures d'identification, notamment des contrefaçons. Et donc, sur le terrain pour le moment au Cambodge, mon collègue, donc, qui est assistant technique au sein du projet, le capitaine Sylvain Coué, est en train de créer physiquement un office central de lutte contre les contrefaçons à risque sur la santé. Et au sein de cet office central est créée une équipe spéciale de policiers et de douaniers pour mettre en œuvre des actions de lutte contre les contrefaçons, en coopération évidemment avec le secteur public, le secteur privé, pardon. Donc le succès de ce travail en passerelle est vu par la multiplication des saisies, également par une appropriation du projet par les Cambodgiens. Et notamment, le 21 janvier dernier, on a eu une grosse action en coopération donc, avec les trois acteurs. Donc, démantèlement par la police cambodgienne avec le comité de coordination donc, du projet, de vin de Bordeaux, de whisky, qui avait été, donc c'était du refilling, du délit de remplissage. Exactement. Donc, on voit vraiment cette coopération qui se met en place pour le moment au niveau du Cambodge, avec des passerelles, police, douane, secteur privé, qui sont en train de se mettre en place. Alors, sur les délits de remplissage, Monsieur Barbier, le Champagne est malheureusement confronté à ce phénomène. On utilise remplissage ou transversement, ça dépend, je ne sais pas lequel est le plus prosaïque, mais quelle est un peu votre position et en quoi la coopération internationale engagée par la France peut vous être utile? Alors, les contrefaçons du Champagne sont multiples. Le remplissage existe, hein. Je dirais que c'est un peu de l'artisanat, du petit commerce. Mais prenons un exemple tout simple qui est un peu plus fréquent. Hein. Vous quittez le Congrès ce soir, vous allez dans le centre de Paris, vous rentrez dans un bar, vous demandez une flûte de champagne, on vous amène un verre rempli sans vous montrer la bouteille. Et puis c'est un vin mousseux qui n'est pas du champagne. Hein. Voilà. Bon. Une contrefaçon plus industrialisée, plus organisée, que l'on peut citer, c'est il y a 2 ans, les douaniers français en coopération, français, italiens, et allemands et britanniques, ont déjoué un trafic de faux champagne. Il s'agissait de vins mousseux qui partaient d'Italie, qui traversaient la France et qui étaient vendus pour du champagne dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. C'est grâce à la perspicacité d'un douanier français que le trafic a été déjoué, parce que ce douanier, qui était une jeune femme d'ailleurs, a détecté une faute d'orthographe sur l'étiquette. Tout le reste était parfait. Il n'y avait rien à dire, c'était une imitation extraordinaire. Il y avait une faute d'orthographe sur l'étiquette. Et cette douanière s'est dit, les champenois ne font pas de faute d'orthographe. Donc elle a eu un doute, elle nous a téléphoné, on a prélevé un certain nombre de bouteilles, on a fait des analyses dans les laboratoires du CIVC, et on a mis en évidence qu'il ne s'agissait pas de champagne. Ce sont des analyses assez complexes. Ça serait évidemment plus simple si on pouvait détecter les faux champagnes lorsqu'on constate que les bulles sont carrées et ne sont pas rondes. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Il y a 2 types de contrefaçons qui sont un peu spécifiques au champagne.
et qui nécessitent une coopération toute particulière. La première, je l'évoquais tout à l'heure, c'est ce que l'on appelle, c'est un peu contradictoire, des contrefaçons légales. Contrefaçon légale, eh bien, c'est un vin mousseux qui s'appelle Champagne aux États-Unis. Ce n'est pas une contrefaçon, c'est légal. Ce vin mousseux arrive dans un autre pays où l'appellation Champagne est protégée, et heureusement, elle est protégée dans un nombre très important et croissant de pays. Et bien là, c'est une contrefaçon. Et récemment, les douanes belges ont saisi dans le port d'Anvers des bouteilles de champagne américain. Alors, champagne américain, ok, aux États-Unis, en Belgique, en France, au Canada, au Mexique, en Chine, en Inde, ça n'est pas possible. Ce sont des contrefaçons. Et puis une autre pratique, alors on ne pense pas qu'on puisse parler de contrefaçon, ce sont des usurpations ou des détournements du nom champagne. Prenons trois exemples concrets. C'est le gouvernement français, qui à l'époque s'occupait de tabac, il y a quelques années quand même, qui lance une cigarette qui s'appelle Champagne. C'est Yves Saint-Laurent qui lance un parfum qui s'appelle Champagne, quelques années aussi. C'est l'année dernière Unilever qui lance dans un certain nombre de pays du monde un shampoing Akimous qui s'appelle Champagne. Ce ne sont pas vraiment des contrefaçons. Il n'empêche que ces utilisations abusives du nom Champagne détournent le caractère attractif du nom Champagne, banalisent le nom Champagne et finalement s'approprient une notoriété sans droit qui va nuire beaucoup aux titulaires du droit de l'appellation Champagne. Ce que l'on peut regretter dans toutes ces affaires, c'est la difficulté de la coopération internationale entre les différentes administrations. Il faut être là pour mettre un peu d'huile dans les rouages, relancer, harmoniser, coordonner. Et puis, on peut regretter aussi la lenteur des procédures et quelquefois aussi, malheureusement, des sanctions qui sont un peu légères, qui ne sont pas très dissuasives et pas très exemplaires. Très bien. Les attachés INPI, 2 minutes, bon, ils jouent un rôle fantastique. Enfin, moi, je les utilise, donc je peux dire ô combien ils sont utiles. Vous avez un exemple au Brésil, si je ne me trompe pas, à partager avec nous? Oui, alors nous utilisons le réseau des attachés, des experts INPI, qui sont malheureusement pas assez nombreux. On souhaiterait qu'il y ait d'autres pays qui bénéficient de cette présence des experts INPI. Oui, prenons un exemple, vous l'évoquiez, le Brésil. Eh bien, le Brésil, c'est un pays où la réglementation nationale, pour l'instant, prévoit que le nom champagne peut être utilisé pour désigner les vins mousseux brésiliens. Donc nous souhaitons faire évoluer les choses et nous bénéficions sur place de l'expert